Parfait. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'histoire, mais plus précisément de l'histoire d'Adastia. Alors, avant de commencer, quelques petits trucs. Je n'ai pas eu trop de retours sur la première vidéo. J'espère que celle-ci pourra être un peu mieux. Et je n'ai fait cette fois-ci que des images avec l'IA. Alors, je me suis battu contre l'IA pour avoir des images de qualité, on va dire, mais c'est pas trop ça. Voilà. Ensuite, un petit mot de l'auteur qui m'a contacté pour me faire part de son énervement en fait. Alors non pas contre moi, non pas contre vous qui regardez cette vidéo, juste contre les librairies, contre un peu un peu toutes les institutions qui représentent justement l'univers du livre. Pourquoi? Parce que près de chez lui, il est allé voir toutes les bibliothèques et librairies. On lui a dit qu'on ne voulait pas de son livre, tout simplement parce qu'il n'était pas assez connu. Du coup, il a demandé s'il était connu, est-ce qu'il voudrait son livre? Oui. Mais dans ce cas-là, ça sert à rien qu'il passe par eux, parce que s'il est connu, il n'a pas besoin de passer par eux. Voilà. Mais c'est le serpent qui se mord la queue. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Les bibliothèques, c'est pareil. On veut pas de lui. Et ainsi de suite. Il y a bien sûr les salons du livre, mais comme lui, c'est des ouvrages fantastiques, on n'en veut pas. Oui, parce que vous comprenez, c'est pas le genre qu'apprécient les gens. Bon, alors écoutez, faites démentir cela, notamment en partageant en masse cette vidéo et surtout, eh écoutez, ce que je peux vous recommander, c'est les livres. Voilà, c'est d'acheter les livres. Vous pouvez les lire gratuitement sur Internet jusqu'au troisième chapitre. Voilà. Ce qui vous laisse le prologue, le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 3. Ce qui est quand même non négligeable. Voilà. Cela étant dit, après cette intro un peu longue, on va pouvoir commencer. Donc, je vous avais parlé du continent Aigerson, du continent Haroldinson et Invenson, ainsi que de l'île Arène. Bref, dans ma précédente vidéo, on avait parlé de la géographie. Aujourd'hui, je vais vous compter un peu les grands événements de la planète d'Adastia. Alors, là, voilà, Adastia, l'histoire. Alors, l'histoire est une affaire de date et donc de calendrier. Je vais mettre un peu les choses au point. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les ères sont créées par les événements majeurs et entre les ères, eh ben, il y a des âges. Voilà. C'est comme les siècles et les années. Voilà. Aujourd'hui, on est en 2024 et on est au 21e siècle. Parce qu'on est en 2000, donc il faut rajouter plus 1. Voilà. Bon, alors, les ères donc, sont créées par des événements majeurs et les âges, c'est ce qu'il y a entre. Voilà. Alors, comment commence l'histoire d'Adastia? Hop là. Alors, l'histoire d'Adastia commence, entre guillemets, en moins 10 000. Pourquoi commence entre guillemets? Parce que on ne sait pas quand est-ce qu'a été terraformé Adastia. On ne sait pas quand est-ce que les Aegirsons ont émergé sur Adastia. Bref, on ne sait pas grand-chose. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter en fait les événements majeurs qui surviennent
et les événements majeurs auxquels on a des dates. Voilà. Alors la date la plus importante de l'univers d'Adastia, ce qu'il faut bien retenir, c'est moins 10 000. Moins 10 000, qu'est-ce que c'est? Hop là. C'est la disparition du grand Aigirson. Pourquoi? Le grand Aigirson, c'est celui qui a tout créé. Il a créé Adastia, il a créé les Aigirsons, bref, il était overpété. Il était tellement puissant que tout reposait sur lui. Voilà, bon, on le voit quand même grâce à ces deux images. Donc on n'a pas sa description physique, juste qu'il ait le pouvoir. Voilà, le pouvoir symbolisé par ce fameux feu bleu. Voilà. Tout dépendait de lui, tout reposait sur lui, et lorsqu'il disparaît en moins 10 000, ça pose un petit problème, parce que du coup, tout le monde, les Aigirsons sont un peu perdus. Alors, quand tout repose sur quelqu'un, et qu'il disparaît du jour au lendemain, forcément, ça a créé quelques petites tensions. Voilà. Et comme je vous avais dit précédemment, nous sommes donc dans la première ère, puisque c'est la première ère après justement la disparition du grand Aigirson, et nous sommes au premier âge. Voilà. C'est-à-dire que, pouf, moins 10 000 ans, le grand Aigirson a disparu, et là ça pose problème. Alors attention, quand je dis qu'il a disparu, il n'est pas mort. C'est-à-dire que du jour au lendemain, hier il était là, aujourd'hui il ne l'est plus. C'est comme si c'était évaporé, envolé. Bref, il a disparu. Il a disparu, laissant tout le monde dans le désarroi. Et il n'a rien laissé de concret, en fait, pour sa succession. Rien ne symbolisait comme quoi il allait partir. Il n'a préparé personne. Juste, il est parti, il s'est barré. Voilà. C'est comme quand vous rentrez chez vous et que vous découvrez que votre femme est partie avec toutes ses affaires. Bon, là c'est à peu près la même chose, sauf que là, il a laissé toutes ses affaires et il est parti, tout simplement. Il a disparu. En une nuit, il a disparu. Personne ne sait où est-ce qu'il est allé. Voilà. Voilà, moins 10 000, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, nous arrivons à un an après. Voilà, donc c'est le premier âge de la première ère. C'est le deuxième âge de la première ère. Alors, c'est un peu compliqué, puisque Uldician Aigirson, voilà, devient le premier chef lecteur de l'histoire. C'est-à-dire que lui, il rassemble un peu tout ce qui faisait le grand Aigirson, tous ses écrits, tout ce que le grand Aigirson a laissé pour dire, bon ben voilà, aujourd'hui on va essayer d'établir une civilisation suivant les préceptes du grand Aigirson. Voilà. Alors, il faut savoir que Uldician est le successeur, entre guillemets, officiel du grand Aigirson, puisque c'est son fils direct. Voilà. Bon, alors, mesdames et mesdemoiselles, je vous laisse admirer la beauté d'Uldician. Voilà. Donc, Uldician Aigirson, voilà, qui devient le premier chef lecteur. Mais Uldician étant très puissant, forcément, il va y avoir un petit problème. Parce que lui, il reprend les rênes, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Notamment les deux lieutenants du grand Aigirson qui, eux, ont leur petite idée de comment il fallait faire. Voilà. Alors, voilà, donc le problème, c'est que au bout d'un an, ça passe mal, tout se dégénère, et du coup, voilà, donc nous sommes au deuxième âge de la première ère, et qu'est-ce qui se passe? Voilà,
dégénération en guerre civile. Voilà. C'est-à-dire que, sur l'image de droite, vous avez en gris-blanc les Haraldinson, en rouge, vous avez les Invansson, et en bleu, vous avez les Eigersson. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, ce sont des images générées par IA, et ce que j'ai demandé à l'IA, c'est de créer une bataille entre magiciens, entre trois groupes de magiciens. Il a ajouté des dragons, il a ajouté des éclairs, il a ajouté des montagnes. C'est pas ce que je lui avais demandé, mais bon. C'est la meilleure image que j'ai pu tirer. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça dégénère en guerre civile. Et tous se battent en fait pour une seule et même chose, déterminer à l'issue de la guerre qui va pouvoir succéder véritablement au grand Eigersson. Toujours, c'est une guerre qui dure 30 ans. Voilà, 30 ans pendant lesquels tous s'affrontent. Mais c'est une guerre à l'image du continent, puisque ce sont des êtres quasi divins qui s'affrontent. Donc ça a de quoi vraiment impacter la planète. Voilà, donc c'est une guerre sans fin qui dure 30 ans. Tous s'affrontent. Il y a des morts, bien sûr, mais aucun des chefs ne meurt. Et, petit détail, les armées sont constituées majoritairement d'humains. Parce que les Eigersson descendant directement du premier Eigersson ne se considèrent pas comme humains puisqu'ils ont accès au pouvoir, donc à l'énergie que dégageait le premier Eigersson, ce fameux feu bleu, voilà. Et les Haraldinson, eux, ont une magie plutôt grise, et les Invansson ont une magie plutôt rouge. Voilà. D'où ce mélange de couleurs. Voilà. Sauf que 30 ans de guerre passent, et bien évidemment, il faut bien un vainqueur. Donc 30 ans de guerre sont passés. Hop là. Donc on est en moins 9969. Alors pas avant notre ère, c'est avant les événements du livre. Ce n'est pas avant la naissance de Thorgal, c'est avant les événements du livre. Voilà. Les événements du livre se déroulent à la troisième ère du troisième âge, je crois. Voilà. Donc, c'est la victoire d'Uldician et nous sommes 31 de la première ère. Voilà. Donc, Uldician a gagné. Il a gagné, c'est sa victoire ultime. Et il a laté complètement les deux autres armées, les deux lieutenants en fait, de son père. Il les a complètement défoncés. Alors, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts, mais Uldician est ressorti grand vainqueur de ça. On n'a pas les détails de l'histoire. C'est juste que ça s'est passé comme ça. Sauf que le petit problème, c'est que nous sommes donc en l'âge 31 de la première ère, mais la guerre ayant un peu déchiré un peu tout, maintenant il faut rebâtir. C'est pourquoi il est décidé qu'ils seront plus dans la première ère, mais dans la deuxième ère. Donc, l'âge 1 de la deuxième ère commence par la victoire d'Uldician. Moins 9968. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, nous sommes au deuxième âge de la deuxième ère, et c'est la séparation de l'enseignement en 3 écoles distinctes. Il faut savoir que l'idée veut que la guerre de 30 ans ait divisé l'immense continent en 4 îles. L'île Arène qui est au milieu, le continent Haraldinson et le continent Invansson.
Alors, Uldician, lui, a tout le continent au milieu, là, verdoyant avec le château et le volcan. Donc, il obtient le continent Aegerson. Les Haroldinson s'exilent vers le nord sur une petite île glacée. Et les Invanson, eux, font la même chose, mais eux, c'est plus sur une terre volcanique. Les îles Haroldinson et Invanson sont terraformés par le pouvoir. Par le pouvoir distinct, soit des Haroldinson, soit des Invanson. Alors, je tiens à le préciser, mais le continent Haroldinson et Invanson ne sont pas du tout à l'échelle. Il y a bien entendu d'autres choses sur l'île, mais on ne sait pas. Voilà, pour l'instant, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, donc peut-être qu'à l'avenir, on en saura plus. Peut-être qu'il y a des mystères qui vaut mieux rester mystérieux. Donc, c'est la séparation de l'enseignement en 3 écoles distinctes. C'est-à-dire que la guerre a eu un vainqueur, mais Uldician, dans sa grande magnanimité, on va dire, a dit « Ok, bon, vous avez votre propre idée de comment doit être l'enseignement, donc de la magie aux humains, parce que c'est pour ça notamment qu'ils se battaient, pour savoir qui va enseigner à sa façon la magie aux humains, comme je l'ai dit précédemment. Donc les humains viennent du portail, le petit machin bleu que vous voyez ici. Pour faire court, les Haroldinson, c'est uniquement tout ce qui est sagesse, entre guillemets, réflexion, philosophie. Et Invanson, eux, c'est plus tout ce qui est force. La force brute, le pouvoir à l'état brut. Plus vous êtes puissant, mieux c'est. Et chez les Haroldinson, c'est différent. Plus vous arrivez à une réflexion assez poussée, plus vous êtes bien vu. Donc c'est la séparation de l'enseignement en 3 écoles distinctes. Nous sommes au 2e âge de la 2e ère. On passe quelques années, donc on fait beaucoup de sauts dans le temps, mais là, cette fois-ci, on est en 7461, enfin, moins 7461, avant les événements du premier livre, et nous sommes à l'âge 2508 de la 2e ère. Et qu'est-ce qui se passe? Ce que vous voyez là, c'est une bataille. C'est-à-dire que vous avez les elfes noirs qui ont décidé de venir attaquer les Aegirsons. Mal leur en prend, puisque Vintril voilà, Aegirson mène la guerre contre les elfes noirs, justement, et évidemment est victorieux. Sinon, ça ne serait pas inscrit dans l'histoire Aegerson. Donc peut-être qu'entre les deux, il y a eu plusieurs guerres, mais il n'y a que celle-ci qui est notée. Alors, c'est la guerre menée. En fait, c'est la victoire qui est inscrite à cette date-là. Voilà, en l'âge 2508 de la 2e ère, c'est la victoire de Vintril Aegerson sur les elfes noirs. Encore une fois, normalement, c'était pas censé être comme ça, puisque l'IA a foutu des elfes du côté de Vintril pour aucune raison, puis ils sont vieux, ils ont des barbes, ça n'a aucun sens, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors ça fait des images magnifiques, mais c'est pas du tout ce qui est normalement censé être. Voilà. Parce que je vous lis le passage en question, qui est dans le livre, voilà. Alors, en l'âge 2508 de la 2e ère, Vintril Aegerson, donc chef lecteur de l'époque, a mené les Aegirsons vers une glorieuse bataille contre les envahisseurs venir de la mer de l'Est. Il est dit que ce sont les elfes noirs. Donc encore une fois, on n'en sait pas grand-chose. La seule chose que l'on sait, c'est ça. Ce qui démontre en fait, ce qui permet de démontrer la supériorité, voilà, parce que la première guerre, qui a duré 30 ans, a démontré la supériorité des Aegirsons sur les Invanson et les Haroldinson. Ce qui a prouvé que les Aegirsons sont dignes de succéder au grand Aegerson. Ça fait beaucoup d'Aegirsons dans la même phrase, mais bon voilà. D'ailleurs, on va l'appeler par son petit nom, le grand Aegerson étant nommé Citael. Mais personne ne l'appelle Citael. C'est un truc, c'est très simple. On ne l'appelle jamais Citael.
c'est toujours le grand Aegirsson ou le premier Aegirsson. Donc cette victoire contre les elfes noirs prouve une nouvelle fois la supériorité du pouvoir et donc des Aegirsson contre les autres races du continent. Ensuite on fait un nouveau bond dans le temps et cette fois-ci on se rapproche des événements du livre puisque nous sommes en -2 avant les événements du livre. Voilà, donc le dernier truc, on était en -7461. Là, on fait un énorme bond dans le temps et on est en -2. Nous sommes à l'âge 9967 de la deuxième ère. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la fameuse Nuit Bleue qui marque un tournant en fait dans l'histoire d'Adastia, puisque on passe à la troisième ère et c'est le premier âge. Et donc, c'est justement ce que je disais, la fameuse Nuit Bleue. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de la fameuse Nuit Bleue? Eh bien, écoutez, je vais vous lire le passage. Thorgal se met à complètement tout détruire. Alors, voici comment s'est déroulée l'histoire. Je tiens à préciser qu'elle est authentique et racontée par un témoin direct de l'événement, c'est-à-dire Naomi. Naomi qui était présente. Bon, alors, tout a commencé au Self, donc comme on le voit. Bjorn et Thorgal, donc tous deux Aegirsson. Donc Thorgal, c'est le personnage que vous voyez au centre de tout, avec son pouvoir. Voilà. Donc Bjorn et Thorgal, comme vous le savez, ne peuvent pas se voir en peinture. Quand ils sont tous deux dans une même pièce, tôt ou tard, Bjorn va trouver le moyen de rabaisser Thorgal en lui faisant une crasse. Bon, donc Thorgal mangeait tranquillement avec Emily et Naomi, quand Bjorn est passé et a déposé devant Thorgal un bébé Tislich. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Tislich? C'est une espèce de menthe religieuse à tête de sauterelle dont les pattes avant sont des faux. Je vous laisse imaginer la bestiole. De quoi en faire des cauchemars. Bon, donc, Bjorn voulait profiter du fait qu'il y ait les 3 dirigeants des 3 écoles, en un même lieu, pour humilier correctement Thorgal. Donc, les 3 dirigeants, donc Aegirsson, Haroldsson et Invansson. Bon. Et Bjorn voulait humilier Thorgal en public. Parce que s'il aurait réussi, ça aurait été une humiliation monumentale. Pourquoi? Parce que chez les Invansson, voilà, la peur c'est de la faiblesse. Bon, donc il a mis devant Thorgal ce dont Thorgal avait le plus peur, c'est-à-dire un Tislich. Tislich, c'est l'espèce de menthe religieuse, là, ça fait, quand vous voyez ça devant vous, généralement, ça vous fait une petite réaction. Bon, donc ça a eu l'effet escompté, Thorgal s'est levé d'un bond en arrière en criant de peur. Ensuite, eh ben, il ne se contrôlait plus, il a pulvérisé la table et la bestiole d'un halo de pouvoir. Alors, comme je le disais, le pouvoir, le fameux feu bleu. Mais c'est pas fini. Parce qu'ensuite, il s'est tourné vers Bjorn, qui était mort de rire. Et d'un brusque mouvement de la main, donc comme montré sur l'image de droite, il l'a propulsé, donc Thorgal a propulsé Bjorn contre le mur. Il a fermé le poing et Bjorn s'est littéralement tordu de douleur, comme s'il le compressait dans sa main. Une bulle bleue s'est formée autour de Thorgal, et ses cheveux se sont mis à flotter dans les airs. Voilà, comme on voit dans la fameuse image de gauche. Ses cheveux se sont mis à flotter dans les airs, puis il s'est élevé du sol. De multiples rubans de pouvoir partaient depuis son dos, il devait en avoir 6 de chaque côté. De là, Thorgal sans un mot lui a envoyé un halo plus puissant que celui qui avait pulvérisé la bestiole et qui explosa contre Bjorn, l'envoyant l'écrasant contre le mur et détruisant, et bien évidemment, le mur avec, et infligeant de sérieuses blessures à Bjorn. Voilà. Alors pourquoi personne n'intervient? Parce que comme le dit Naomi, personne ne pouvait bouger. Voilà. Thorgal n'a pas simplement foutu la trouille de sa vie à Bjorn, il a aussi, sans bouger le petit doigt, figé toute la salle. C'est pour vous dire le niveau de puissance. Et elle dit, encore aujourd'hui, je ne sais pas si nous avons tous été figés par son pouvoir ou par la peur qu'il nous a infligée.
Voilà, le niveau de terreur qu'a généré Torgal ce jour-là a tout explosé. Personne ne l'a plus approché pendant une semaine. C'était une peur sourde et viscérale. Et je peux te dire que toute la salle a dû prendre des calmants et se réchauffer en essayant de chasser cette peur qui subsistait en nous. Prenant aux entrailles, c'est pas de la gnognotte. Alors, elle insiste bien dessus pour que l'on puisse comprendre que ce jour-là, sans une parole, Torgal a foutu la trouille à toute la salle, y compris les 3 dirigeants. Alors, je l'ai peut-être pas dit, mais les 3 dirigeants sont censés être les plus puissants de la planète. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont les dirigeants. Bon, Torgal, il a quoi? Il a 12 ans, je crois. Et à 12 ans, il pulvérise... Oui, c'est ça, il a 12 ans. Il pulvérise complètement tout le monde. Niveau pouvoir overpété, là, on le rapprocherait presque du grand Tigerson. J'ai bien dit presque. Pourquoi la fameuse nuit bleue? Pourquoi le nom de la nuit bleue? Aucun sens. S'il a laté la figure à Bjorn, pourquoi dire que c'est la nuit bleue? Eh bien, tout simplement parce que la puissance de Torgal est littéralement partie par la fenêtre et a illuminé tout le ciel nocturne en bleu. C'est-à-dire que tous ceux de la planète, tous ceux présents en fait sur la planète, ont vu le ciel nocturne s'illuminer en bleu. D'où le fameux phénomène de la nuit bleue. Alors, pourquoi nous sommes en l'âge 1 de l'ère 3 et nous sommes aussi en l'âge 9967 de la deuxième ère? Parce que tout simplement, pour les gens du continent, la nuit bleue marque une sorte de terme à l'ère, puisque pour certains, c'était le retour du grand Aegirsson, sauf pour les Aegirsson eux-mêmes. Parce que les Aegirsson eux-mêmes ont eu peur, justement, de la puissance de Torgal. Parce que Torgal étant beaucoup trop puissant, et ils se sont dit, personne ne peut l'arrêter. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer le lien qui unit tous les Aegirsson. Parce que si Torgal n'est plus lié avec les autres Aegirsson, peut-être eh bien que il va partir. C'est ce qui va mener justement à la plus grande erreur des Aegirsson depuis à peu près 10 000 ans. Nous avons ici l'erreur monumentale qu'ont fait les Aegirsson. On dit bien errare humanum est persevere diabolicum, donc l'erreur est humaine mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Là c'est pire que ça. Voilà, donc nous sommes en -2. Je ne sais pas si c'est avant ou si c'est après la nuit bleue. C'est pas indiqué dans les 2 tomes. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes toujours en l'âge 9967 de la deuxième ère ou le premier âge de la troisième ère. Parce que pour les Aegirsson, c'est cet âge précisément qui marque justement l'entrée dans la troisième ère. Alors que pour les gens du continent, c'est la nuit bleue. Et comme ça se passe la même année, voilà. Par contre, je ne sais pas, encore une fois, si la nuit bleue se déroule avant le rituel ou si ça se déroule après le rituel. Alors, le rituel, comme je l'ai dit, c'est pour briser le lien qui unit tous les Aegirsson. Comme l'on voit justement sur la diapositive de gauche. Voilà, donc ils se sont réunis, tout le conseil Aegirsson, à savoir 13 personnes. Oui, j'ai oublié de dire aussi que donc Uldician n'est plus du tout de ce monde et Vintril Aegirsson non plus. Voilà, donc les chefs lecteurs en fait se succèdent comme les rois. Bon, là c'est un autre conseil, à savoir formé de 13 Aegirsson les plus anciens et dirigeant tout ça le chef lecteur qui lui est légèrement plus puissant que tout le conseil. Jusque là il n'y a pas de souci. Bon, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de détruire le lien unissant tous les Aegirsson. Le problème, c'est que le lien qui unit justement tous les Aegirsson a été mis en place par Sitael. Comme je l'ai dit, donc, si vous suivez, le premier Aegirsson. Donc, les Aegirsson font leur fameux rituel, justement, pour briser le lien. Lien qui a été créé par Sitael.
Petit problème, là on a toujours deux écoles, à savoir les Aegirsons et les gens du continent. Ils se sont tous réunis, et évidemment il y avait un peu le peuple d'Adastia, parce que pour la première fois, ils allaient prouver, donc les Aegirsons allaient prouver aux yeux de tous, qu'ils avaient dépassé le grand Aegirson en supprimant un de ses sortilèges. Donc il y avait tout Adastia. Par contre non, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Il faut quand même pas pousser. L'IA a fait vraiment n'importe quoi. Mais c'est la seule image potable. Ce sont les seules images potables que j'ai pu en tirer. Voilà. Comme je vous dis, je me suis battu avec l'IA. Assez parlé de ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'essayent pas d'invoquer quelque chose, ils essayent de détruire le lien unissant les Aegirsons. Je sais, je me suis déjà répété, mais qu'est-ce qui se passe? Ils partent tous en fumée, tous les Aegirsons. Donc les 13 du conseil partent en fumée. Ils sont consumés par leur pouvoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le film Marvel, c'était quand c'était les Gardiens de la Galaxie, voilà, où ils essayent tous de se partager le pouvoir de la pierre, justement, du pouvoir, mais ils se font désintégrer. Et bien là, c'est la même chose. Sauf que dans l'image de droite, je ne sais pas si vous voyez, mais au milieu, on voit une sorte de silhouette. La sorte de silhouette du grand Aegirson. Il y a deux histoires. Soit il n'était pas assez puissant pour détruire le sortilège du grand Aegirson, et donc sont partis en fumée, parce qu'ils ont mis toute leur énergie dedans, même leur énergie vitale, et ils n'étaient pas assez puissants pour détruire le sortilège. Ou alors, ils ont essayé d'aller à l'encontre du grand Aegirsson, et celui-ci est apparu au milieu d'eux, et les a complètement détruits. Et 2 ans plus tard, donc il y a un nouveau conseil qui a pris le pas, mais ils sont terrifiés par l'idée du retour du grand Aegir, parce que à la base, ils ont fait ça pour contrer la puissance de Torgal. Torgal qui est le personnage principal, qui est lui, voilà. Ils ont fait ça pour contrer la puissance de Torgal, et au final, ils ont été consumés par leur propre pouvoir. Il faut s'imaginer que les Aegirsons sont vus comme des dieux, et là, pour le coup, eh ben, les divinités en question se sont complètement foirées. Tout simplement parce qu'ils essayaient de détruire un sortilège du grand Aegir. Ils se sont fait complètement détruire. Il faut s'imaginer que c'est l'orgueil suprême de dire nous avons dépassé le grand Aegirson, nous sommes plus puissants que lui. Pour donner un ordre de comparaison, c'est comme si un moustique essayait de s'attaquer à une explosion de la bombe nucléaire. Là, en l'occurrence, c'est 13 moustiques qui essayent de contrer une explosion nucléaire. Finalement, ça fait pas grand-chose. Donc, les événements du livre, écoutez, se déroulent 2 ans après. Voilà, donc là, c'est la désintégration de tout le Conseil des Garçons. Donc, en l'âge 3 de la troisième ère, puisqu'évidemment, ça marque un tournant. Et justement, 2 ans plus tard, donc au troisième âge de la troisième ère, commencent les événements du livre et l'aventure de Torgal. Écoutez, cette vidéo s'arrête là pour aujourd'hui, puisqu'on en a fait le tour. Voilà. Puisqu'après, il se passe rien à part spoiler les événements du livre. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'acheter les livres. Voilà, donc l'héritage du Néphalem, tome 1, Torgal. Voilà. Et tome 2 en arrière. Donc je disais que cette vidéo s'arrêtait là pour aujourd'hui. On a vu à peu près toute l'histoire que l'on connaît d'Adastia. Alors que l'on connaît parce qu'encore une fois, l'histoire est assez courte. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes. Donc voilà. Et l'auteur est assez énervé un peu contre toutes les institutions du livre, puisque aucun ne veut prendre en compte ces livres. Voilà. Moi j'ai trouvé son univers fascinant, absolument incroyable, et c'est pour ça que j'en parle. Voilà. Écoutez, c'était Kaefré. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai changé un peu de style, de format.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous voulez plus de précision, écoutez, je peux toujours essayer de vous en donner. Voilà. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à partager cette vidéo. C'était KFray et je vous dis, écoutez, à une prochaine fois.